Là, j'ai Gabriel. Donc Gabriel, c'est l'aîné, hein. C'est l'aîné de mes garçons. J'ai à côté de lui Mathis, qui est plus jeune. Et alors, au milieu, normalement, il y a ma fille. Malheureusement, ma fille n'a pas pu venir. Peut-être une prochaine fois, j'espère. On est devant le premier gros stupa qu'on voit. Alors, si ça vous intéresse, mes chers amis nomis, je vous accompagne. Je vous demande, pardon, de m'accompagner sur ce nouveau trek. On va faire comme d'habitude. On va faire le voyage ensemble. Et vous allez découvrir ce chemin de l'Everest que vous ferez peut-être jamais ou que vous allez vouloir faire après les quelques images que je vous envoie. Bon, on vient de passer le premier col avec les shorten et tout. On est dans la brume et on redescend dans une autre vallée et on remontera après. On traverse une forêt de rhododendrons et malheureusement, c'est pas la saison des fleurs. Il faut venir au printemps pour ça. Bon, bah, je vois que vous avez trouvé un hôtel, super. Génial. Nous prenons notre deuxième petit déjeuner. Il n'y a personne dans le lodge. On a croisé personne. Hier, toute la journée, marché. On a encore croisé personne. On va voir, ça va venir. Les enfants sont réveillés. Et puis réveillés. Et on va prendre donc le petit déjeuner avec du Tibetan bread. Alors, regardez le Tibetan bread, comment c'est foutu. Voilà. Ça monte, hein. Ça monte, ça monte. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On est juste en marge d'approche puisque on a décidé de ne pas y aller en avion. Donc on a été en voiture jusqu'à Papeloux. Et de là on marche, on a 3 jours à peu près jusqu'à Loukla, mais on va passer à côté de Loukla. Je vous mets la carte. Je vous mets la carte où vous allez voir ce qu'on fait en voiture, ce qu'on a fait en voiture, voilà. Et puis ce qu'on fait à pied en marche d'approche pour arriver dans cette fameuse vallée de la Solukhumbu, toute la région de Solukhumbu, qui va nous permettre de grimper jusqu'au pied de l'Everest, quoi. On n'est pas rendu. C'est vraiment beau. Et on mange notre dalbat. Alors dalbat, c'est vraiment la nourriture ici vraiment typique, hein. C'est un bol de lentilles, c'est des pommes de terre avec du riz et un peu de légumes verts. Alors le gros avantage, c'est qu'on peut en redemander, ils nous en redonnent tout le temps. Alors que les autres plats, si vous faites je vous le dis parce que si vous faites par exemple des noodles rice, enfin des fried noodles, des pâtes ou du riz frit, il y a qu'un plat. Là, vous pouvez en avoir tant que vous voulez. Voilà pour la petite info, pour les prochains voyageurs. Alors, dans cet endroit merveilleux, formidable, on va passer Noël. Alors bon, il y a le poil qui fume un peu, on va sentir un peu le jambonneau fumé demain, mais on va passer Noël, donc on est 5 personnes, il fait pas chaud, il n'y a pas de grande cheminée, il n'y aura pas de cadeaux, il n'y a pas de sapin de Noël, mais on est content d'être là. Ok. Bon, me voilà dans un coin un petit peu perdu du Népal, mais c'est quand même très joli, hein. Et pour info, nous sommes le jour de Noël.
Là, on est où ils stockent le matériel qui est porté uniquement par les porteurs. Impossible de les faire porter par les mulets. C'est des trucs énormes, hein. Regardez, des morceaux de poutre en fonte. Et les mulets peuvent pas porter ça, c'est impossible. C'est pas que c'est trop lourd, c'est que c'est pas aménageable sur le dos d'un mulet. Regardez par exemple ça. Là, il y a au moins 100 kilos. $70. 70 kilos. Alors aujourd'hui, grande lessive. En espérant que ça soit sec, sinon il faut tout attacher derrière le sac à dos. Demain, quand on se balade, ça pendouille. Nous sommes ici dans l'Himalaya, où la terre côtoie le ciel. Suivez-moi dans cette aventure où nous monterons jusqu'au glacier du Khumbu. Attention. J'ai failli mourir. Ah là, t'as failli là. J'ai failli mourir. Ah putain, t'as failli tomber. Vous voyez, j'ai failli mourir. C'est une aventure. Là, ce matin, hop là, ouh là. Ok. Ce matin, on attaque les températures sous zéro. Bon, on vient de passer le contrôle parce qu'il faut payer maintenant. Alors, c'est plus 3000 et 2000, c'est 3000 et 3000. Ça fait à peu près presque 40 € pour le permis pour rentrer dans le parc de Sagarmartha et le permis trekking. Voilà pour la petite info. Allez, on va descendre dans la vallée. Oui, il y en a qui sont obligés de remonter à cheval. Hein. C'est dur ici. Nous sommes sur le pont qu'ils ont appelé Hillary Bridge du nom de Edmund Hillary, Edmund Percival Hillary, Sir Edmund Hillary, qui a vaincu l'Everest bien sûr avec Tenzing et donc ils lui ont donné son nom. Et là on monte vers Namche Bazaar. On est vraiment sur la première grosse montée qui va nous amener dans la vallée là-haut. C'est superbe. Et oui, Namche Bazaar, cette capitale du Solu Khumbu, dans ce cirque, c'est vraiment devenu une ville. Il y a 42 ans, la première fois où je suis venu, c'était juste un petit village. C'est énorme. Ils sont encore en train de construire des gros immeubles, béton, 5 étages, 6 étages. Et forcément, tout est amené ici en hélicoptère ou à dos de mulet, quoi, ou à dos d'homme, bien sûr. Bon, bah il a bien gelé quand même cette nuit, sous les rhododendrons. Là, nous sommes vraiment dans les rhododendrons, la forêt de rhododendrons. Et
C'est très marrant parce que comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je sais plus, avec l'altitude ça change de couleur. C'est-à-dire quand c'est en fleurs au printemps, et ben les rhododendrons, quand ils sont en haut, je sais plus, quand ils sont en haut ils sont blancs si je ne m'abuse, et quand ils sont beaucoup plus bas, ben, ils sont rouges. Et au milieu, ben, ils sont roses. Donc ici, normalement ils sont blancs, blanc-rose. Alors est-ce que c'est dû à la température? Est-ce que c'est dû à l'altitude, au manque d'oxygène? Alors s'il y en a qui savent, ben, laissez-le dans les commentaires parce que j'ai toujours été curieux de savoir. Donc on voit parfaitement la vallée, là, on remonte la vallée de là-bas, c'est pas plus compliqué. On quitte le monastère de Tengboche, perché à 3860 mètres, pour continuer bien entendu à monter vers l'Everest qu'on aperçoit là-haut derrière le mur. Et voilà, là on a en face de nous deux montagnes de plus de 8000 mètres. Et puis cette très belle montagne qui s'appelle Lama Dablam, très très belle, elle va même pas jusqu'à 7000 mètres, petite, un bébé. Et puis alors ce monastère est énorme, il date du 15e siècle apparemment, mais il a brûlé. Hein. L'original, moi je l'avais vu, mais il a brûlé, je crois, une vingtaine, trentaine d'années, donc tout a été refait. Là maintenant c'est devenu très riche parce qu'il y a tellement de touristes qui viennent. Alors maintenant ils font plus de donations, hein. Il faut payer pour entrer, donc ça rapporte quoi. Allez en route. Pas chaud, hein. 1 degré dans la chambre ce matin, ça pique un peu les yeux. Ça, pas que les yeux d'ailleurs quand on se lève et qu'on s'habille. Donc là vous pouvez imaginer, on est sous zéro et on a encore 1600 mètres à monter, donc ça va encore descendre si je ne me trompe pas dans mes calculs. Mais c'est plus que ça.
sommes maintenant à 4002, 4003. Et là, il n'y a plus d'arbres. Hein. C'est que de la roche. Que des rochers. Ça va être de pire en pire en montant. Dingboche. Dingboche. Ça a bien grandi aussi. Hein. On quitte Dingboche qui fait 4000, situé à 4410 mètres exactement, avec la vallée de Chukung qui va jusqu'à cette pyramide au fond, Island Peak. Très jolie petite colline, 6000 mètres, 6100 quelque chose, des broutilles. Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut YouTube. Bonjour. Le soleil se lève quand même. Il fait moins 6 je crois. Mais il semble qu'il fait plus froid qu'hier, il faisait moins 9. Mais là, c'est pas chaud. On prend notre petit déjeuner. Bon appétit les gars. Alors, je peux pas m'empêcher de dire que plus on monte et plus c'est l'arnaque, quoi. C'est vraiment l'arnaque. Camp de base de l'Everest, c'est l'arnaque. C'est de plus en plus cher. C'est la folie, quoi, les prix. Pendant qu'ils s'empiffrent dans les cuisines, ben, ils donnent rien à manger aux trekkers avec des plats à 10 balles, 12 balles, et il n'y a rien dedans. Là, je viens de me prendre la tête pour un porridge où il y avait que de l'eau. Donc, ils sont en train de le refaire parce que le ton est monté un peu. Ouais. Désolé, hein. Sur l'Everest Base Camp Trek, eh ben, c'est des voleurs, mais inimaginables. Vraiment, c'est une honte. Enfin, si on n'est pas content, on vient pas. Hein. C'est marrant parce que derrière les Annapurna et au sanctuaire de Annapurna et dans la Tsum Valley où j'étais avant, regardez cette vidéo là qui est juste là, ben, on n'a pas ça, on n'a pas ce problème. Ça n'arrête pas les rapatriements hélicoptères. Faudra que je vous raconte ça en détail. Parce qu'il y a des commissions pour les guides et tout, c'est un peu pourri le système. Là, il y a un Chinois qui est encore rapatrié, tiens, hop. Alors un rapatriement en hélicoptère, ça coûte 4500 $. Après, s'il y a un autre malade, on peut partager. Mais ça se fait, hein, c'est incroyable. Ça n'arrête pas, c'est la valse des hélicoptères. Les gens montent trop vite, ils sont malades, ils doivent redescendre. Le soleil apparaît au sommet de l'Amadablam et nous éclaire de sa lumière réchauffante. Oh. Voilà, ça se lève, ça se lève. Pas encore, ça réchauffe, ça réchauffe.
Je ne sais pas si vous réalisez, mais ce gentilhomme derrière moi est en train de porter 90 kilos. Et la façon dont il le porte en plus, c'est vraiment tout porté sur la nuque. Et il fait à peu près moins 5 ou moins 6 degrés. Ou peut-être moins 10, j'en sais rien à vrai dire. Et nous sommes à 4600 mètres, je crois. Donc c'est quand même... c'est une performance, je peux vous dire c'est une performance. Les mecs, je sais pas comment ils sont quand ils prennent de l'âge dans la nuque. Ça doit un peu tasser les vertèbres quand même. Il fait tellement froid que il faut pas sortir les doigts des gants. Il essaie d'allumer son téléphone avec son nez. Je suis dans un environnement formidable, vraiment superbe. J'ai pris un petit peu d'avance et j'attends les garçons dans ce paysage. Ce paysage, c'est des tombes, hein, donc, enfin c'est des tombes, c'est plutôt des mémorials. Ouais. Cette petite esplanade, j'ai la mâchoire gelée, hein, je suis désolé. À 4800 mètres, j'en sais rien, je sais plus. Ils ont fait une sorte de lieu mémorial pour tous les alpinistes. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Qui sont morts en grimpant sur l'Everest. Donc ils sont tous là. Il y a des plaques. Là, par exemple, on a JP Valentin Stoltz, Danemark, qui est tombé à 100 mètres du sommet. Et alors, ils ont peut-être pas encore fait un short end pour lui, je sais pas. C'est triste, c'est tout petit. Il y a 10 cailloux. Il y a des plaques sur les tombes avec la date de l'expédition et le nombre de morts, parce que quelquefois il y en a même plusieurs. Hein. Si pour peu qu'il y ait eu une avalanche, ils sont tous tombés en même temps. Voilà. « 2023, ça c'est un récent. Hein. Alors, il y a bien entendu tous les pays. Hein. C'est triste, c'est un peu triste. Et puis il y en a d'autres qui sont restés là-haut dans la montagne, ils servent de repère au-dessus des 8000 mètres, la zone de la mort qu'on appelle. Et il y a des corps encore. Hein. Il y en a un par exemple, il a des bottes vertes, on dit bah tiens, j'ai passé les bottes vertes, mais j'ai pas pu aller plus haut. Et ben, il reste là-haut parce que personne ne peut les descendre. À 8000 mètres, on va pas porter un corps. Hein. Donc voilà. Ceux qui sont morts avant, notamment ceux qui sont morts dans la descente, le glacier du Khumbu, c'est la cascade de glace qu'on appelle du Khumbu. C'est parce que c'est un glacier qui est constamment en mouvement. Il y a eu beaucoup d'avalanches pendant que les gens passaient. Il y a eu beaucoup de morts aussi. C'est pas très haut, hein, c'est juste avant les 6000 mètres. Bon allez, on va continuer à monter. Faut pas oublier que là on est à la hauteur du Mont Blanc. C'est pas rien quand même. Mais bon, quand on pense à ça et qu'on voit ce qu'il y a devant, c'est là qu'on se rend compte de la taille de ces géants. Géants. Nous sommes vraiment dans un environnement grandiose. C'est fantastique. Kumori, Lingtren. Et la Chine derrière, on aperçoit la Chine derrière. Ah, je rigole. Ah! On a un petit problème, c'est que les gourdes catadines qui nous permettent de filtrer l'eau, le filtre est complètement gelé, donc c'est absolument impossible de filtrer, quoi. Encore, on n'a pas d'eau, on a un gros problème d'eau. Parce que tout est gelé tout le temps.
Alors vous allez penser que je me contredis parce que vous venez juste de voir Gabriel en train de boire à sa bouteille. Mais tout simplement parce que les bouteilles, on les met avec nous dans le sac de couchage toute la nuit. Le village poubelle de Lobuche. Ça fait 43 ans que je viens, ça fait 43 ans que c'est dégueulasse. Il n'y a pas un clampin qui ramasse les plastiques qui traînent. Ça n'a pas changé. Les bidons pourris là-bas qui sont pas rangés. Non, ils préfèrent être sur leur téléphone à rien foutre. Voilà. Ça donne pas envie de s'arrêter. Hein. On est en route pour le camp de base de l'Everest. Chouette, non? Je vous fais visiter, hein. On surplombe le camp de base de l'Everest pendant la saison, parce que là c'est pas la saison, en hiver il n'y a personne. Tout ce promontoire gris est recouvert de tentes jaunes. Et puis tout ça c'est du glacier qui descend. Hein. Et l'Everest c'est... Bah tiens on le voit là. Regardez, avec la bande marron, tout là-haut. Je vais zoomer dessus. Mathis. Et maintenant, on descend vraiment au camp de base, juste pour dire qu'on y a été, quoi. Le problème c'est qu'il faut trouver le chemin, quoi. Et comme il y a eu de la neige est complètement verglacée, c'est pas le moment de glisser. La luge, on va aller à la petite grotte là-bas. Super bon. Franchement, il fait super bon. C'est très impressionnant. Température idéale. Pardon. Il doit faire moins 12. Ah, moins que ça, je dis. Hein. Moins que ça? Ah, je pense. Ouais. Voilà, au camp de base de l'Everest. C'est fait, avec l'Everest derrière. Allez, regardez, il fait un froid terrible. J'ai la main complètement gelée, j'ai la mâchoire gelée. Mais nous y sommes arrêtés. On n'arrive plus à parler. Je suis ravi. Il fait un froid terrible, terrible. On va pas traîner parce que la nuit va tomber et il est impossible de marcher la nuit. On part en courant, il fait tellement froid, mais tellement froid. Ouf, c'est terrible. J'ai les mains, je crois que je vais perdre 2 doigts. Là. Le pouce et l'index. Celui qui permet d'appuyer sur l'interrupteur de la caméra. Donc là, vous allez m'excuser, mais je vais couper. Je vais éteindre. Et on va remonter vite fait. Ce soir, il y a un peu plus de monde. Hein. Bon appétit. Hein. Merci. On monte à l'assaut du Kalapatar, là, c'est cette montagne noire qui est là, avec le Pumori derrière, le Link Trail qui fait la frontière chinoise. On monte quoi. On y va.
Je sais pas si on arrivera en haut parce qu'il fait un froid terrible. Et là-haut, c'est 5006. Donc, on y va. Allez, c'est parti. On tente. Mathis se repose. On a une vue sur l'Everest formidable. Et on va continuer à monter. Il va continuer à apparaître derrière les montagnes. Et le soleil va tourner. Il sera encore mieux éclairé. Voilà. C'est absolument grandiose. Mais on sent l'altitude, la température, je pense qu'il doit faire moins 10 quoi. Nous sommes au sommet du Kalapatar, à 5560 je crois, ou 5600, j'en sais rien. L'Everest reste découvert juste pour nous faire plaisir. Et on monte vraiment tout en haut du dernier rocher, pour dire vraiment qu'on est monté au sommet quoi. Je vais les rejoindre, mais on ne peut pas monter plus haut. Mais pour filmer, c'est plus simple que là-haut. Voilà, regardez ce spectacle, ce panorama grandiose dont tout le monde rêve de voir. On ne peut pas monter plus haut, on est vraiment au sommet. Et là, c'est tous les instruments météorologiques installés par les services scientifiques. Voilà, on voit tout le glacier du Khumbu qui descend jusque là-bas. Et la pointe là-bas, c'est la Mât d'Ablam pour ceux qui sont curieux. Voilà mes amis, j'ai toujours la mâchoire gelée. On est en haut. Le Pumori, mes deux voyous. La vue derrière, les lacs, le sommet du monde. On va pas aller se baigner. Hein. On l'a fait. On y est. Il y a des endroits à traverser qui sont un petit peu tordus, on va dire. Et un peu dangereux aussi. Hein. Mais c'est un chemin qui change tous les ans pratiquement. Parce que le glacier sur lequel on marche évolue.
Heureusement que mon sac est plus léger. Hein. Ça, c'est l'oiseau sacré du Népal. Rare à observer, très farouche. Et pour la première fois, je suis venu très souvent au Népal, eh bien, j'ai réussi à le photographier, enfin à le filmer. Je vous donne ces images. Voilà, je suis en train de descendre en même temps que je parle. Tellement sacré que il le mettait sur les billets de banque. Ouh, le soleil apparaît. Enfin, il fait un froid terrible. Ah, je me suis fait peur. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vu dans un miroir. Ça fait 8 jours qu'on est sur photo. Et Retour du camp de base de l'Everest. Nous voilà maintenant sur le chemin du retour, c'est-à-dire la redescente vers la civilisation, si l'on peut dire, c'est-à-dire vers Katmandou. On marche beaucoup plus vite au retour qu'à l'aller, bien sûr. Voilà. Mais écoutez, je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine vidéo, parce que j'ai prévu de faire un autre trek dans une vallée cachée du Népal. J'espère voir des choses intéressantes et puis différentes encore forcément de l'Everest, mais surtout de la Tsum Valley que j'ai faite. Regardez la vidéo que j'ai faite juste avant. Donc oui, c'est une série de trekking que je fais avec grand plaisir et que j'ai le bonheur de partager avec vous. À la prochaine, ciao.